Il n'y a pas de question piège, il y a je te teste pour voir qui tu es et quelles sont tes compétences. Il faut rester dans un langage très professionnel et sachez que la question n'est pas aussi innocente que ça. Ce ne sont pas des questions à prendre à la légère et tout est dans l'attitude. Le recruteur il cherche à voir qui vous êtes, quelles sont vos compétences, où vous pouvez arriver côté gestion d'émotions. Madame Rehani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma question, c'est quelles sont selon vous les questions les plus fréquentes en entretien d'embauche et surtout, comment faut-il répondre à chaque question? Très bien, alors je vais prendre les questions les plus fréquentes, mais je ne vais pas dire celles qui posent problème, parce que le recruteur n'est pas là pour nous mettre les bâtons dans les roues, il est en train de tester nos compétences. Ça, le demandeur d'emploi, il faut qu'il se mette très très bien ceci dans la tête. Moi, je suis contre ce qu'on appelle la question piège, ça n'existe pas. Il n'y a pas de question piège, il y a je te teste pour voir qui tu es et quelles sont tes compétences. Alors, la question la plus récurrente, celle qui est anodine, qui est posée à chaque début d'entretien d'embauche, c'est la suivante: comment vous avez connu notre société? Quel est le billet? Par quel billet vous l'avez connu? Alors, cette question qui est anodine, qui est simple, qui n'est pas déstabilisante pour le demandeur d'emploi, elle est une mine d'informations pour le recruteur. Dans le sens où, si par exemple il doit répondre « Oui, je vous ai retrouvé sur le net », c'est valorisant pour l'employeur. Ou par exemple, j'ai rencontré telle ou telle personne qui m'a parlé de ce secteur d'activité que ça me plaît, c'est pour ça que j'ai déposé ma candidature, c'est aussi bien. Si je réponds par exemple, par hasard, j'ai trouvé votre annonce, ou je suis perdue, je ne sais pas, je ne me rappelle plus comment j'ai eu un écho par rapport à ça, là je me fais du tort et le recruteur se dit il n'est pas très débrouillard, il ne cherche pas, on fait attention quand on est dans un entretien d'embauche, on est en train de donner et nos qualités et nos défauts, et nos failles et nos plus en fait quelque part. Ça c'est la question qui revient, c'est la première question, c'est les deux premières secondes de l'entretien où on te pose la question. C'est rassurant pour le recruteur de savoir quelle est la position de la société dans le domaine professionnel et de savoir aussi comment est la personne qui fait des recherches et tout ça, c'est très important. Il y a une deuxième question qui pose problème actuellement, c'est la question où donnez-moi 3 défauts, 3 qualités sans réfléchir. Et là, elle n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce qu'on n'attend plus, quand tu dis par exemple, donnez-moi 3 qualités, on est toujours dans dynamique, ponctuelle, etc., etc. Et puis défaut, oui, je suis perfectionniste et impatient. Je dis perfectionniste parce que ça fait qualité-défaut. Quelque part, quand je suis dans la perfection, oui, j'adore arriver à mes objectifs et je fais tout pour, mais je suis perfectionniste aussi. Des fois, je me fais du mal parce que si j'arrive pas à un objectif, ça va toucher aussi ma manière d'être, mon moral, et je vais stresser et ma productivité, elle baissera. Ça, c'est le traditionnel. Maintenant, ce qui se fait quand on te pose cette question, il faut faire ce qu'on appelle des amortisseurs. On amortit la question qui nous est posée par le biais suivant. S'il vous plaît, donnez-moi 2 qualités. Je peux dire que je peux répondre, j'ai réfléchi beaucoup à cette question et j'ai demandé autour de moi lors de mon dernier stage, et la personne qui m'encadrait m'avait dit que j'étais motivée, dynamique, pédagogue, et du coup je ne suis plus dans l'évaluation personnelle, je suis dans l'évaluation professionnelle de quelqu'un qui m'a vraiment jugé ma propre valeur d'après mes actions, d'après ce que j'ai donné comme résultat. Le défaut, c'est toujours un amortisseur qui pourrait me jouer des tours aussi, parce que je dois quand même parler. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu moi-même en un entretien d'embauche. La personne était très intelligente. Je lui ai demandé quel est ton défaut que tu trouves pénalisant, qui pourrait jouer contre toi quand tu auras un travail d'équipe. Elle me répondait, oui madame, moi on m'a toujours jugée hautaine. C'est-à-dire qu'à première vue, on se dit cette personne elle est hautaine, inaccessible, elle ne communique pas facilement, alors que moi, je ne fais qu'observer à première vue. Je vois l'équipe, j'observe, je ne vais pas vers les gens automatiquement parce que je me donne un temps d'observation.
Et quand elle m'avait répondu comme ça, je dis bon alors, mais elle m'a répondu, et ça pourrait être pénalisant pour vous, comment vous pouvez réagir si vous êtes obligé de rentrer dans une équipe directement. Elle me dit mais je ne prends pas beaucoup de temps à vous servir, je prends le temps qu'il faut, mais je travaille là-dessus. Et là, j'étais agréablement surprise de sa réponse, parce que non pas elle a donné un défaut qui pourrait ne pas la pénaliser, mais elle dit qu'elle donne un temps d'observation, ce qui est rassurant pour mon recruteur. C'est pas quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un qui se donne du temps, qui écoute, qui sache écouter. Et du coup, elle a dit aussi, elle a reconnu qu'elle doit encore travailler sur sa manière d'être, ce qui, moi, m'a agréablement surprise. D'ailleurs, c'est pour ça que elle était acceptée. Je donnerai une autre question qui se pose souvent. À un certain moment de l'entretien d'embauche, le recruteur te pose la question suivante. Pourquoi pensez-vous qu'on pourrait vous prendre et pas un autre? Et là, il ne faut pas absolument rentrer dans ce qu'on appelle l'argumentation. On n'argumente pas. On ne fait pas un descriptif d'argumentation parce que là, on lasse la personne qui est devant nous. Mais par contre, on peut être intelligent et répondre par ceci, puisque cette question vient au milieu de l'entretien, on veut dire, d'après nos échanges et d'après ce que vous avez maintenant une idée sur ma personne, je vous ai parlé de mes qualités et de mes défauts, je penserais, je mettrai le conditionnel carrément, que je suis fait pour ce poste-là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Une question les plus récurrentes, enfin les questions qui pourraient vous paraître simples mais qui ont un impact sur ta fiche psychométrique, c'est le fait qu'on te pose la question qui nous paraît nous très facile et très... quels sont vos hobbies, quels sont vos passe-temps? Et vous répondez décontracté, comme si on vous a posé la question « Qu'est-ce que vous avez fait le dimanche passé ?» Du coup, d'un seul coup, le demandeur d'emploi qui était dans une action professionnelle sérieuse, il change de manière d'être, il pense qu'il est dans une décontractée, il dit « football ». Je pratique le football. Alors le recruteur, franchement, il s'en fout. Que vous pratiquez du football, que vous faites de l'équitation, mais il a toute la possibilité de voir. D'abord, si ton discours a changé, parce que le langage ici, il n'est plus très soutenu, il est presque intime, parce qu'on te pose la question, qu'est-ce que vous faites de plus que le professionnel? Il faut rester dans un langage très professionnel. Et sachez que la question n'est pas aussi innocente que ça. Je vais vous donner un exemple souple. Si vous dites football, alors si vous aimez faire le football, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui peut travailler en équipe et vous avez cette possibilité de donner le plus pour que l'équipe gagne. Si vous dites équitation, vous avez cette manière, cette confiance en soi de tenir un cheval et de tenir les rênes et de ne pas fléchir. Si vous dites j'aime la lecture, ça veut dire que c'est une personne avertie et qu'elle peut avoir, elle n'est pas là juste là, on ne lui impose pas, mais elle a aussi l'esprit d'initiative parce qu'elle lit, parce qu'elle sait, elle peut proposer, etc., etc., etc. Ce ne sont pas des questions à prendre à la légère et tout est dans l'attitude. Je dirais la dernière question qui se pose souvent, qui se pose pas souvent, mais que moi je pose en tant que quelqu'un qui passe des entretiens. Il y a une question qui va paraître bizarre, mais je vais la dire quand même. Un jour, on avait posé la question psychotechnique, est-ce que vous préfériez une tarte au citron ou une tarte aux fraises? Et j'avais posé cette question à un ingénieur d'État qui venait de prendre son diplôme, enfin d'avoir son diplôme de Hassani des ingénieurs. Et là, il me regardait avec des yeux énormes. Quel est le rapport? C'est-à-dire, je voyais dans ses yeux quel rapport à une tarte au citron, tarte aux fraises, quel rapport avec mon poste, avec qui je suis, avec... il ne m'a pas répondu, il m'a dit, je ne comprends pas la question. Alors là, par exemple, si vous avez des questions comme ça, répondez juste à la question. Vous aimez une tarte aux fraises ou une tarte au citron? Moi, j'aurais dit, j'ai une préférence pour une tarte aux fraises, mais si je suis avec des gens et qu'on me propose la tarte au citron, je pourrais peut-être goûter. Ça n'aura aucun impact sur la personne. Que cherche le recruteur? À voir si vous vous adaptez à toute situation ou pas. C'est-à-dire, il y a des questions qui pourraient être un peu, je dirais, entre guillemets extraterrestres, parce qu'on n'est pas dans le cadre
valable de la question, mais qui pourrait donner beaucoup sur vos compétences. Du coup, le recruteur, il cherche à voir qui vous êtes, quelles sont vos compétences, où vous pouvez arriver côté gestion d'émotions, gestion de stress. Si par exemple je vous demande en tant que commercial comment vous allez vendre ce stylo, même en cherchant le stylo que vous voulez me vendre, devant moi vous le cherchez avec tact, parce que l'attitude, être perdu à chercher le stylo, tout ça donne une idée sur qui nous sommes. Je répéterai aux jeunes de faire très attention à leur attitude quand ils sont dans un entretien d'embauche. C'est le 80% de l'impression qu'ils donnent. Fatima de Casablanca, 29 ans, me pose cette question. Durant mon parcours professionnel, je suis passée par une année où je suis restée sans rien faire. En entretien d'embauche aujourd'hui, à chaque fois qu'on me demande de justifier, je commence à pleurer et cela est généralement mal vu par les recruteurs. Dois-je mentir pour éviter cela? Alors, Fatem Zahra, je vais lui proposer, puisque ça revient souvent quand elle passe un entretien, de se préparer en amont. Que veut dire se préparer en amont? C'est-à-dire se préparer à cette question, parce qu'il y a un blond dans son CV. Et le recruteur, le blond, ça veut dire que cette personne n'a rien fait pendant cette période. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant cette période? Alors, si Fatem Zahra avait éventuellement été inscrite pour faire des langues, par exemple, apprendre des langues, il faut qu'elle le signale. Si elle avait fait des voyages pour découvrir un peu ce qui se passe, elle a pris une année pour découvrir, il faut vraiment que ça soit bénéfique pour elle. C'est-à-dire que, bon, pleurer, je pourrais la comprendre en tant que coach, je pourrais la comprendre, elle ne gère pas très bien ses émotions, ça lui rappelle quelque chose, elle a perdu quelqu'un pendant cette année. Un recruteur n'a pas à rentrer dans ses explications, il n'a pas à interpréter, il interprète ce qu'il voit. Si mademoiselle pleure, c'est qu'elle n'arrive pas à gérer la pression que cette année sabbatique, on va l'appeler, a fait en elle. Alors moi je lui proposerais de ne jamais mentir. Le mensonge dans un entretien, dans un CV, c'est vraiment la chose qui pourrait la pénaliser, mais à 100%. Je lui proposerais quand même d'étaler cette année-là, qu'elle écrit un peu ce qu'elle a effectué. Elle pourrait peut-être, elle était inscrite peut-être pour faire des langues, ou elle était inscrite pour faire du sport, ou elle a fait des voyages, ou elle était cinéphile pendant un moment. C'est-à-dire qu'elle ne reste pas inactive. Dans le sens où si elle détaille ça sur son CV, elle pourrait, au lieu de craquer, développer ce qu'elle avait écrit son CV. Je proposerais à tous les jeunes, qui sont maintenant à la recherche d'un emploi, de se préparer en amont pour un entretien. Un entretien d'embauche, ce n'est pas un CV qu'on n'a pas lu, qu'on a donné à quelqu'un pour qu'il ne le fasse, et une manière entre oui, voilà ce que je ne le vois même pas. Le CV, il est décortiqué par le recruteur, il est analysé, il est dans un sens presque épié petit à petit pour qu'on trouve la faille, pas pour qu'on t'arrête, mais est-ce que tu peux t'en sortir quand moi, je vais te poser la question. Alors, première chose, elle doit se travailler son émotion, parce que pleurer, peu importe la situation, surtout dans le cadre professionnel, ne pourrait que lui porter préjudice quelque part. Je dirais aussi qu'elle essaye de voir quelles sont les activités qu'elle a effectuées. Disons qu'elle n'a effectué aucune activité, ce qui est impossible. Qu'elle fasse montrer un peu ce qu'elle aime, ce qu'elle a pu faire pendant cette année. On ne peut pas rester les bras croisés comme ça. Mais je lui proposerai de se défendre au lieu de pleurer. J'espère en fait que je pourrai l'aider là-dessus. Enfin, si elle veut me contacter, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Pour gérer un peu ses émotions et voilà, courage à Fatem Zahra. C'est tout ce que je lui souhaite.